Merci, bonjour à toutes et à tous. Alors, je vais couper ma caméra pour que tout le monde ait une bonne bande passante. Euh, J'espère que vous voyez correctement cette page d'ouverture. Alors, effectivement, c'est une conférence qui fonde son contenu sur le livre L'eau dans l'univers, qui est paru l'année dernière chez CNRS Édition, pardon. Alors, pourquoi l'eau? Pourquoi s'intéresser à cette eau? Bon, déjà, c'est une molécule bigrement intéressante d'un point de vue chimique. Elle participe à une foultitude de réactions et elle est également intimement liée à la vie, parce que la vie sans oxygène, on en connaît. La vie sans lumière, on en connaît également. Pensez par exemple à cette vie foisonnante qu'on trouve dans les grottes ou au fond des océans, dans les dorsales océaniques, près des fumeurs noires. Cette eau, elle est universelle, dans le sens où on la détecte partout dans l'univers. Sur Terre, bien sûr, c'est une évidence, mais aussi à travers tout le système solaire, dans le milieu interstellaire et même à la surface des étoiles. Donc, je vous propose, durant cette conférence, de faire le point sur la présence de cette précieuse molécule à travers l'espace, à la lumière des connaissances actuelles et des découvertes les plus récentes. D'un point de vue historique, l'ubiquité de la molécule d'eau ne doit pas vous étonner. Après tout, les atomes d'hydrogène et d'oxygène qui la composent occupent respectivement la première et la troisième place par leur abondance dans l'univers. Ainsi, la molécule d'eau est la troisième molécule la plus présente dans notre galaxie, la Voie lactée, juste derrière le dihydrogène et le monoxyde de carbone. Toutefois, et c'est un point important sur lequel j'insiste dès à présent, c'est que la forme liquide de l'eau est extrêmement rare, car son existence nécessite des conditions de pression et de température confinées dans des limites strictes. D'un point de vue chronologique, c'est sur Mars d'ailleurs, qui alimente les fantasmes les plus fous depuis plusieurs siècles, que l'on soupçonna d'abord la présence d'eau ailleurs que sur Terre. Christian Huygens, en 1659, fut le premier, grâce à une lunette astronomique dont la lentille ne faisait que 7 cm, à déceler des détails à la surface de la planète rouge et à déterminer sa période de rotation, qu'il trouva très proche de 24 heures. Donc ça, c'est le dessin de gauche. Il vit quelques détails sur la planète qui lui permit de déterminer la période de rotation. Et le dessin de droite date de 1672, alors que la planète Mars était au plus près de la Terre. Elle était à ce qu'on appelle une opposition périhélique. Et vous voyez, en haut du dessin, il y a une espèce de tache. Il remarque un point brillant près du pôle. Et on sait aujourd'hui qu'il vit la calotte polaire australe de la planète. Un autre grand astronome, William Herschel, à la fin du XVIIIe siècle, suggéra que ces calottes polaires étaient constituées de glace, de neige, qui s'étendaient et rétrécissaient au fil des saisons. Alors, l'idée d'une planète propice à la vie fut très populaire jusqu'au début du XXe siècle. Et elle fut un temps soutenue par les hypothèses d'un homme d'affaires et astronome amateur américain, Percival Lowell, qui était convaincu qu'une civilisation martienne, jadis brillante, mais aujourd'hui sur le déclin, menait une lutte désespérée pour amener l'eau des régions polaires jusqu'aux zones équatoriales, les zones équatoriales qui auraient été en voie d'assèchement via un réseau de canaux. On voit ici comment on pouvait se représenter la planète rouge jusqu'au début du XXe siècle. Bon, ces canaux, ils n'existent pas. En fait, ils n'existaient que dans l'imagination de certains observateurs qui étaient trompés à la fois par des instruments d'optique qui étaient poussés vraiment à leurs limites et trompés également par leur volonté, sans doute inconsciente, de percevoir ce qu'ils désiraient ardemment. Mais tout de suite, les astronomes émirent des doutes sérieux, des doutes qui furent confirmés par différentes études observationnelles et théoriques de l'atmosphère martienne. Non seulement la pression et les températures étaient bien plus faibles que sur Terre, mais surtout la vapeur d'eau demeurait indétectable. Et elle le restera jusqu'en 1963. Le premier composant atmosphérique d'ailleurs découvert, c'était le dioxyde de carbone. Il le fut par Gérard Kuiper en 1947. Et c'est à cette époque-là également qu'on comprit que les conditions physiques au pôle étaient davantage compatibles avec la présence de glace de dioxyde de carbone plutôt qu'avec celle de glace d'eau. Et on sait désormais que les calottes polaires de Mars sont bel et bien composées principalement de glace carbonique, comme on dit de glace de dioxyde de carbone. Toutefois,
vous avez une calotte permanente de glace d'eau qui demeure autour du pôle Nord pendant l'été boréal, et une petite calotte permanente de glace carbonique qui repose sur un socle de glace d'eau au pôle Sud pendant l'été austral. Le débat sur l'existence d'une vie martienne intelligente fut définitivement clos, mais bon, en était-il encore besoin, avec l'arrivée de la sonde Mariner 4, la sonde américaine Mariner 4 en 1965, et les photographies qu'elle envoya sur Terre montrèrent une surface cratérisée. Vous avez ici un exemple de ces photographies, une surface cratérisée très ancienne, où l'eau liquide n'a sans doute pas joué le rôle d'agent érosif depuis des milliards d'années. Alors, dans la recherche de l'eau cosmique, le système solaire se taille bien évidemment une part de choix, des planètes telluriques aux satellites glacés des planètes géantes et aux comètes, où que l'on porte le regard, l'eau est présente. Plus encore, son importance croît avec la distance au Soleil. On l'a ainsi successivement cherché et trouvé à partir des années 60 dans les anneaux de Saturne, à la surface des satellites de Jupiter, Europe, Ganymède et Callisto, puis sur ceux de Saturne. Les années 70 et 80 ont vu la confirmation de l'intuition de Fred Whipple sur la nature des comètes. Fred Whipple, dont le modèle de 1950 fut popularisé sous le nom de boule de neige sale. Derrière les longues queues de gaz et de poussière des comètes se cache un noyau très sombre de glace d'eau, de roches, de poussière agglomérée, dont la taille n'excède pas la centaine de kilomètres. C'est également dans les années 60 que l'on a commencé à détecter dans notre galaxie, à la faveur d'une intense amplification naturelle de type maser, comme le laser, mais dans d'autres domaines de longueur d'onde. Donc on a détecté de la vapeur d'eau dans le milieu interstellaire et dans des régions de formation d'étoiles. La première détection d'une eau extragalactique en dehors de notre galaxie, la Voie lactée, a pris place en 1977. Et seulement 3 décennies plus tard, on l'a détectée quasiment aux frontières de l'univers observable. Alors, quelles sont les propriétés physiques et chimiques de l'eau? Ça sera l'objet du premier temps de cette conférence. Deuxième temps présentera quelques techniques utilisées par les astronomes pour détecter l'eau, quelle que soit sa phase. Et armés de ces techniques, les astronomes sont désormais en mesure de rechercher à travers tout l'univers cette précieuse substance. Ce voyage dans l'espace et dans le temps nous entraînera jusqu'aux confins du cosmos. Dans un troisième temps, d'ailleurs, on répondra à la question où et sous quelle forme l'eau se cache-t-elle. Le moment suivant fera le point sur l'eau dans le système solaire, à l'exception du cas martien, auquel le dernier moment est entièrement dédié. Aujourd'hui aride, la planète rouge semble avoir connu un passé extrêmement reculé où l'eau liquide a coulé en abondance. Comment en est-on arrivé à cette conclusion? Qu'est devenue cette eau? Alors, vous le savez, on l'a appris tous à l'école, la formule chimique de l'eau, c'est H2O. On sait que l'eau n'est pas un corps simple depuis la fin du XVIIIe siècle et le début du XIXe siècle, avec les travaux fondateurs de ces quelques personnes. À gauche, vous avez un dessin d'Henry Cavendish. En 1781, Cavendish réalisa la synthèse de l'eau en faisant exploser un mélange d'hydrogène et d'air. Antoine Lavoisier, on voit ici avec son épouse, qui fut une grande vulgarisatrice et illustratrice scientifique. Donc Lavoisier avec son épouse fait un peu l'opération inverse, il décompose l'eau en oxygène et en hydrogène. Et enfin les deux derniers, Joseph Gay-Lussac et Alexander von Humboldt, démontrèrent conjointement que l'eau était constituée de 2 volumes d'hydrogène pour 1 volume d'oxygène, comme l'exprime la formule actuelle H2O. Voici une représentation très stylisée de la molécule d'eau. Alors, qu'est-ce que vous avez en rouge? L'atome d'oxygène et en blanc bleuté, les 2 atomes d'hydrogène. L'angle, vous voyez ici, la molécule d'eau n'est pas linéaire, elle est un peu coudée. L'angle vaut environ 104 degrés, un peu supérieur à l'angle droit. Et la distance qui sépare les atomes d'oxygène et d'hydrogène vaut 95 picomètres. Alors un picomètre, qu'est-ce que c'est? C'est 1 millième de nanomètre, un nanomètre valant 1 milliardième de mètre. Donc 95 picomètres, ça fait à peu près 0,1 nanomètre. Pour vous donner un ordre d'idée, 1 nanomètre par seconde, c'est à peu près la vitesse à laquelle poussent vos ongles. Et c'est minuscule. Atomes d'oxygène et d'hydrogène sont reliés par des liaisons qu'on appelle covalentes. Ce sont des liaisons attractives
qui assure la stabilité de la molécule d'eau, elle résulte de la mise en commun d'électrons célibataires. 1 pour chaque atome d'hydrogène et 2 pour l'atome d'oxygène. En fait, cette mise en commun, elle n'est pas équitable. Le partage n'est pas symétrique, l'atome d'oxygène n'est pas prêteur et il tire la couverture à lui, à savoir doublé d'électrons, ce qu'indiquent les couleurs. En rouge, une charge partielle négative et en bleu, les charges partielles positives. La molécule d'eau, elle est polaire, on dit qu'elle est polaire. Ce qui est intéressant, c'est que si vous mettez une molécule polaire comme la molécule d'eau, en présence d'autres molécules polaires, il y aura une attraction entre les charges partielles présentes sur les atomes qui forment la molécule d'eau et les charges partielles portées par les atomes des autres molécules. L'eau est donc un excellent solvant qui dissout très bien les autres substances polaires, comme par exemple les alcools, les acides, excellemment bien les substances ioniques comme les sels, plus ou moins bien les gaz, et très peu les substances apolaires, que sont par exemple les hydrocarbures, les graisses. Ainsi, l'eau et l'huile ne se mélangent pas. Donc les liaisons dont je viens de parler, ou plutôt les attractions entre les différentes charges partielles portées par la molécule d'eau, eh bien, peuvent également s'exprimer au sein d'une certaine quantité d'eau. Par exemple, en haut, l'atome d'oxygène qui porte une charge négative va mettre en place une liaison avec l'hydrogène porté par une autre molécule d'eau. Donc il y aura des liaisons qui seront moins fortes que des liaisons covalentes, à peu près 20 fois moins fortes, mais qui sont tellement importantes qu'on leur a donné un nom, les liaisons hydrogènes. Et ces liaisons hydrogènes vont être à l'origine des propriétés incroyables de l'eau. Vraiment des propriétés extraordinaires, en voici quelques-unes. Un point d'ébullition élevé. En effet, pour casser les liaisons hydrogènes, c'est pas mal d'énergie. Voilà pourquoi l'eau bout à 100 degrés. C'est plutôt élevé. On fait des calculs. Si on enlève ces liaisons hydrogènes, on trouverait que l'eau bouillerait aux alentours de moins 90, moins 100 degrés. Ça veut dire que pour avoir de l'eau liquide, il faudrait se trouver dans des plages de température inférieures à moins 90, moins 100 degrés. Et a priori, de manière générale, les réactions chimiques à ces températures aussi basses sont nettement ralenties. Donc ça, c'est un point important pour la vie, d'avoir un point d'ébullition élevé. L'eau possède également une capacité thermique importante. La capacité thermique d'un corps, c'est la quantité d'énergie qu'il faut lui fournir pour augmenter sa température de 1 degré. Cette capacité thermique importante est utilisée par notre corps pour modérer les variations de température en son sein. Ensuite, l'eau possède une enthalpie de vaporisation considérable. Qu'est-ce que c'est que ça, l'enthalpie de vaporisation? C'est la quantité d'énergie qu'il faut fournir à certaines parcelles d'eau pour la faire passer de l'état liquide à l'état gazeux. Et ça, notre corps le met à profit par l'intermédiaire de la sudation. L'eau qui sort par les pores de notre peau, transforme en vapeur d'eau, ça prend beaucoup d'énergie et ça permet de refroidir le corps. Alors cette eau, elle a également un grand pouvoir de cohésion qui est couplé à une forte adhérence entre l'eau et la paroi des tissus végétaux. Ça permet à la sève de grimper dans les arbres, malgré la gravité. L'eau a également une tension superficielle importante. Vous savez, cette tension superficielle qu'on voit en pratique quand vous êtes près d'une rivière et que vous observez des petits insectes qui se baladent à sa surface, qui marchent sur l'eau. Ils ne s'enfoncent pas grâce à la tension superficielle. Et l'intérêt pour une cellule d'une surface donnée, c'est de pouvoir emmagasiner beaucoup d'eau. Enfin, et c'est un fait presque unique, c'est que l'eau est moins dense à l'état solide qu'à l'état liquide. L'eau se dilate quand elle gèle. Ainsi, si vous imaginez en hiver une rivière qui gèle, eh bien, la glace va remonter en surface et ainsi jouer le rôle d'un couvercle thermique qui va permettre à la vie de se maintenir dans le fond de la rivière. Donc, je disais que c'était une propriété assez unique, puisqu'elle ne le partage qu'avec quelques autres substances, je crois le bismuth, l'antimoine,
et d'autres joyeusetés comme ça. Voici un diagramme très important, le diagramme de phase de l'eau. Alors, qu'est-ce qu'un diagramme de phase? Eh bien, on représente sur un diagramme, par exemple en abscisse, là, sur l'axe des X, comme on dirait en mathématiques, la température, en ordonnée sur l'axe des Y, la pression, et on regarde les domaines où l'eau est stable sous forme de glace, sous forme de vapeur ou sous forme liquide. Oh, il y a plein de choses à dire là-dessus. Il existe un point où l'eau se présente conjointement dans les trois phases. On l'appelle le point triple, et il est défini de manière unique, sa température 0,01 degré Celsius, la pression correspondante 612 pascal. C'est très peu, beaucoup moins que la pression atmosphérique en surface sur la Terre. Par contre, c'est très proche de la pression qui existe à la surface de la planète Mars. Donc on voit qu'au-dessus, alors je ne sais pas si vous pouvez voir un petit curseur qui bouge, non, bon, c'est pas grave, on fera sans. Au-dessus de la phase vapeur, vers la gauche, à des températures inférieures, on a des toutes petites températures, on a la glace d'eau qui est stable, et au-dessus, à droite de la ligne qui sépare le domaine de la glace du liquide, on a le liquide qui est stable. On a également un autre point, le point critique, qui est défini lui aussi d'une manière unique. Sa température 374 degrés, la pression 22 mégapascales. C'est une très forte pression, 220 bars quand même. Et au-delà de ce point critique, on ne peut plus faire vraiment la différence entre le liquide et la vapeur. On appelle ça la phase fluide ou le fluide supercritique. Alors, il y a plein de choses à dire là-dessus. Sur Terre, par exemple, la pression est à 1 bar. L'eau bout alors à 100 degrés. Imaginez une cocotte minute. Dans la cocotte minute, qui est donc hermétiquement fermée, on augmente la température, la pression va monter, elle va aller jusqu'à 1,7, 1,8 bar. Et si vous suivez eh bien, la ligne qui sépare l'interface entre la phase liquide et la phase vapeur, vous pouvez voir qu'avec une augmentation de pression, vous pouvez encore avoir de l'eau liquide à 110 degrés, 115 degrés, jusqu'à 120 degrés. Voilà pourquoi dans les cocottes minutes, les aliments cuisent beaucoup plus vite que dans une poêle. Inversement, vous montez au sommet de l'Everest. La pression est bien plus faible. Est-ce que vous arriverez à faire bouillir de l'eau à 100 degrés? Non. L'eau bout à quelque chose comme 70 degrés au sommet de l'Everest, car la pression est bien plus faible. Donc impossible de cuire des pâtes au sommet de l'Everest. Qu'y a-t-il encore à voir? Oh, dernière chose dont j'ai envie de vous parler, c'est cette frontière entre le domaine de stabilité de la glace d'eau et de l'eau sous forme liquide. La pente de cette ligne est négative. Ça aussi, c'est important et ça provient des liaisons hydrogènes. C'est à nouveau presque unique dans l'univers, au niveau des éléments. Ça va expliquer deux choses. Premièrement, le patinage sur la glace. Eh oui, lorsque vous faites du patin sur la glace, donc la lame est extrêmement fine. Cette lame va appuyer, va exercer une pression très forte. On va donc monter dans notre diagramme jusqu'à rencontrer la phase liquide. Il va y avoir une toute petite pellicule d'eau qui va se former sur la lame, qui va permettre aux patineurs de glisser avec beaucoup de grâce sur la glace. Prenez le cas de la planète Mars. Est-ce qu'on pourrait faire du patinage artistique sur Mars? Alors sur Mars, il peut faire extrêmement froid. Là, ça ne sera plus le diagramme de phase de l'eau, mais plutôt le diagramme de phase du dioxyde de carbone. Et en fait, la pente qui sépare le domaine de stabilité de la glace et du liquide, et là, sera positive. Ce qui veut dire que sur Mars, eh bien, vous avez beau essayer de faire du patin, cela va augmenter la pression, et bien, la glace sera toujours stable. Il n'y aura pas d'apparition de dioxyde de carbone liquide. Donc, pas de patinage artistique sur Mars. Après cette brève introduction théorique sur les propriétés de l'eau, intéressons-nous maintenant aux méthodes de détection de cette eau. Alors, il existe beaucoup de méthodes de détection. La première, qui est assez peu connue,
fonctionne par ce qu'on appelle la spectroscopie à neutrons ou spectroscopie gamma. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une méthode qui fonctionne très bien sur les astres quasiment dénués d'atmosphère. Je pense par exemple à la planète Mercure, à la Lune, aux astéroïdes. Tous ces corps voient leur surface bombardée par des rayons cosmiques. Donc, des rayons cosmiques, qu'est-ce que c'est? C'est principalement des noyaux d'hydrogène, autrement dit des protons, des noyaux d'hélium et d'autres ions, des électrons, d'autres joyeusetés qui proviennent un peu du Soleil, mais qui ont également une origine galactique, voire extragalactique. Ça vient peut-être des explosions d'étoiles très lointaines. En tout cas, ces rayons cosmiques bombardent la surface des corps dénués d'atmosphère, ou quasiment dénués d'atmosphère. Intéressons-nous à la partie droite de l'image, ce qui concerne la spectroscopie gamma. Donc, ces rayons cosmiques vont entrer en collision avec des noyaux d'atomes présents juste sous la surface du corps considéré, du corps céleste considéré. En réaction, ces corps vont émettre des neutrons rapides qui vont être capturés par les atomes environnants. Ces atomes vont être excités au sens quantique du terme et vont se désexciter en émettant des rayons gamma de longueur d'onde très précises. Par exemple, pour l'hydrogène, ça sera telle longueur d'onde. Pour le carbone, telle longueur d'onde, etc. Donc, vous pouvez en déduire la composition du sol à distance, par exemple, en faisant passer une sonde spatiale autour de la planète Mars, autour de la Lune de Mercure, des astéroïdes. Alors, j'ai parlé d'hydrogène. On peut en déduire la composition, plutôt la quantité d'hydrogène qui est dans le sol. Et a priori, cet hydrogène est lié au sein d'une molécule d'eau ou ça peut être également dans des roches qui comportent le radical hydroxyle OH. Donc grâce à ça, on peut avoir une bonne idée de la composition, de la teneur en eau, on va dire du premier centimètre sous la surface du corps considéré. Bien, partons maintenant sur la partie gauche du schéma et revenons à nos neutrons rapides. Quand je dis rapide, c'est plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de kilomètres par seconde. Ces neutrons rapides peuvent être ralentis par la matière autour d'eux. Donc ce que vous faites passer un détecteur, évidemment, si je fais ça, c'est pas bon. Faites passer un détecteur à neutrons au-dessus de l'astre considéré, et vous mesurez la quantité de neutrons et leur vitesse, surtout. Vous allez pouvoir en déduire la quantité d'eau qui est présente dans le sol et qui pourrait être à l'origine d'un ralentissement de ces neutrons. Si vous mesurez beaucoup de neutrons peu rapides par rapport aux neutrons rapides, ça veut dire qu'il y a beaucoup d'hydrogène et donc beaucoup d'eau sous la surface. Et c'est une méthode qui permet de sonder le premier mètre sous la surface. Donc, vous voyez, coupler les deux méthodes, ce qui est souvent fait d'ailleurs, ça permet de savoir si l'eau est purement en surface ou au contraire, si elle est mélangée au moins dans le premier mètre du corps céleste quasiment dénué d'atmosphère. Donc, je le répète, ça peut être Mercure, la Lune, Mars et les astéroïdes. Deuxième méthode permet de détecter l'eau à distance, c'est celle de la spectroscopie plus traditionnelle, plus conventionnelle. Alors, cette spectroscopie, eh bien, elle se fonde sur le fait d'étaler la lumière des corps en fonction de leur longueur d'onde, en fonction de leur couleur. C'est ce qui se passe naturellement dans le ciel, par exemple, lorsqu'il y a un arc-en-ciel, ou alors quand vous tenez un CD dans la main, vous pouvez voir de très belles couleurs. Donc, on obtient des spectres, on peut aussi obtenir grâce à un prisme ou à un réseau, que l'on voit ici, à gauche, avec un très beau spectre lumineux avec toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Si vous avez une source de spectre continu, ça peut être en première approximation un solide, un liquide ou un gaz à haute pression, mais cette source de spectre va émettre un spectre continu qui contiendra toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Prenez maintenant un nuage de gaz.
Un nuage de gaz peu dense, lui, ne va pas émettre à toutes les longueurs d'onde. Il va émettre à des longueurs d'onde bien particulières, à des couleurs bien particulières. Il va présenter un spectre d'émission qui sera vraiment comme la signature, l'empreinte digitale qui vous permettra de connaître la composition chimique de ce nuage de gaz. Ainsi, si vous voyez tel spectre, vous pouvez dire, ah ben là, je reconnais qu'il y a du fer ionisé, etc. Ainsi, à distance, on peut connaître la composition chimique des astres. Troisième cas de figure, entre la source de spectre continu et vous mettez un nuage de gaz qui va intercepter donc le rayonnement du spectre continu, et vous verrez alors un spectre d'absorption qui sera parfaitement complémentaire du spectre d'émission du gaz. Bon, ce cas, ça peut être celui d'une étoile, dont la surface émet quasiment un spectre continu, et l'atmosphère va prélever à quelques longueurs d'onde, vous pourrez en déduire la composition de l'atmosphère et donc de l'étoile. Alors pour l'eau, le spectre d'émission ou d'absorption se situe dans l'ultraviolet. Est-on condamné donc à observer dans l'ultraviolet pour détecter l'eau à distance et ainsi déterminer la quantité d'eau qu'il y a dans l'univers? Non, car l'eau est une molécule complexe. Elle va vibrer, elle va tourner sur elle-même. Et la mécanique quantique nous enseigne que les vibrations de l'eau ne se font pas n'importe comment, se font de telle sorte que l'absorption ou l'émission correspondante sera une longueur d'onde très précise. Vous avez ici un premier mode, qu'on appelle le mode d'élongation symétrique, qui va être associé à une absorption ou à une émission à 2,7 micromètres, donc dans l'infrarouge. Vous avez un second mode de vibration, mode de cisaillement associé à une émission ou une absorption à 6,3 micromètres, en infrarouge un petit peu plus lointain, et un troisième mode, le mode d'élongation asymétrique, qui lui est associé également à une absorption ou à une émission à 2,66 micromètres. Donc là, j'ai parlé en longueur d'onde. On peut bien sûr transformer ces longueurs d'onde en fréquences, et la mécanique quantique nous enseigne que ces modes ne sont pas les seuls où on pourra avoir de l'émission ou de l'absorption. Vous pourrez par exemple avoir une absorption ou une émission à 2 fois la fréquence du mode 1, 3 fois la fréquence du mode 2, 6 fois la fréquence du mode 3, ou bien la fréquence du mode 1 plus la fréquence du mode 2 plus la fréquence du mode 3, ce qu'on appelle des harmoniques, des combinaisons d'harmoniques, etc. Donc tout ceci va donner naissance à des absorptions ou à des émissions dans l'infrarouge et dans le domaine visible. La molécule d'eau ne se contente pas de vibrer, elle tourne. Et là aussi, la mécanique quantique nous enseigne que ces rotations ne se font pas n'importe comment, mais qu'elles sont quantifiées. Ainsi, ces transitions dues à la rotation vont donner lieu à des absorptions dans l'infrarouge et à des longueurs d'onde plus grandes, dans le domaine submillimétrique, micro-ondes et même dans les ondes radio. Alors au final, comment détecter l'eau? Eh bien, pour des corps dénués d'atmosphère, autour desquels on peut envoyer des sondes spatiales, des robots, on peut utiliser la spectroscopie à neutrons, spectroscopie gamma, que j'ai d'abord présentée. Pour les corps, pour ces mêmes corps ou pour des corps à l'autre bout de l'univers, on utilise la spectroscopie conventionnelle, classique, qui va pouvoir nous donner de l'ultraviolet jusqu'aux ondes radio, la confirmation de la présence de l'eau, ainsi que la quantité d'eau impliquée. Et ce qui est très intéressant, c'est que les phases solides, liquides et gazeuses de l'eau ne présentent pas le même spectre. Vous pouvez ainsi dire à distance, là il y a de l'eau sous forme de glace, ici vous avez de l'eau sous forme de gaz. Elle est présente en telle quantité. Ce que je vous propose maintenant, c'est d'entamer notre voyage dans l'univers de manière peut-être un peu contre-intuitive. Au lieu de partir de la Terre et d'aller vers les frontières de l'univers observable, on va faire l'inverse. On va partir de très loin pour finir notre voyage sur Terre et sur Mars. Donc voici cette eau des premiers âges, comme on peut l'appeler. Vous avez, dans la très décevante constellation du Lynx, tout près de la belle constellation de la Grande Ourse, un astre dont la magnitude, l'éclat apparent, est vraiment trop faible.
milliers de fois trop faible pour être visible à l'œil nu. Il faut être un amateur particulièrement bien équipé et faire des photographies à longue pause pour voir cet astre dont vous avez ici une vue d'artiste spectaculaire. Cet astre, c'est un quasar. Un quasar, qu'est-ce que c'est? C'est un noyau de galaxie actif, extrêmement lumineux. Et il tirerait son énergie, ce quasar, d'un trou noir central, supermassif, de plusieurs milliards de fois la masse du Soleil. Ce quasar en question, on l'a baptisé APM 08279 plus 5255, un nom extrêmement poétique. Et on a décelé dans ce quasar, grâce à la spectroscopie conventionnelle, la signature, sans équivoque, de l'eau, de la vapeur d'eau. Et les quantités d'eau correspondantes sont incroyablement élevées. On est à plus de 100 000 milliards de fois toute l'eau contenue dans nos océans. Bon, il ne faut pas se laisser impressionner par les chiffres. S'il y a autant d'eau, c'est que ce corps est très grand. Si vous rapportez la concentration de l'eau par rapport à l'hydrogène, on a à peu près les mêmes valeurs là-bas qu'ici dans notre galaxie. Et plus encore que des chiffres bruts, ce qui est intéressant, c'est l'existence même de cette eau. Parce que là, cet objet, ce quasar, est extrêmement lointain. On le voit tel qu'il était il y a environ 10 à 12 milliards d'années, juste après la formation de l'univers. Donc il y avait déjà beaucoup d'eau quand l'univers avait 1 milliard d'années environ. Ça pose des limites très strictes à la formation des éléments. Puisque cette eau, autant l'hydrogène est dans l'eau, l'hydrogène était présent dès la formation de l'univers, autant l'oxygène était absent. Cet oxygène, il est fabriqué au cœur des étoiles massives. Donc il a fallu une première génération d'étoiles qui fabriquent suffisamment d'oxygène pour que cet oxygène soit incorporé au sein de la molécule d'eau. Allez, on se rapproche un petit peu de nous. De l'eau partout. Mais oui, de l'eau sur les étoiles, aussi incroyable que cela paraisse. Effectivement, il y a de l'eau sur les étoiles les plus froides, ou dans les régions les plus froides de la surface de ces étoiles. On a trouvé de l'eau sur le Soleil. La signature indiscutable de la vapeur d'eau, qu'on a détectée par ces transitions rotationnelles vers 12 micromètres. Pas n'importe où, dans ce qu'on appelle les taches solaires. Vous voyez ici le disque solaire, un disque qui n'est pas uniforme, mais qui présente des taches, qu'avec beaucoup d'imagination on a appelé des taches solaires, sont des zones un peu plus froides, sont des zones où le champ magnétique est extrêmement puissant, plusieurs dizaines de milliers de fois l'intensité du champ magnétique terrestre. Ce champ magnétique va bloquer la remontée de la matière chaude qui arrive des entrailles du Soleil, il fait donc un petit peu plus froid dans ces endroits-là. La température au niveau des taches solaires est d'environ 3 à 4 000 degrés, qu'il convient de comparer à la température ailleurs à la surface du Soleil, environ 5 500 degrés. Donc évidemment, si je tenais une tache solaire dans la main, je ne serais pas là longtemps pour vous en parler, et elle serait éblouissante. Donc c'est au sein de ces taches solaires qu'on a pu détecter de la vapeur d'eau à 3 000, 4 000 degrés. Il y en a encore. Maintenant, rapprochons-nous encore de la Terre, parlons du système solaire. Je vous avais dit qu'on partait de très loin et qu'on arrive dans le système solaire. Ce système solaire, a environ 4,5, 4,6 milliards d'années, à l'origine, vous aviez, c'est le schéma de gauche, un gigantesque nuage de gaz avec un petit peu de poussière. Donc ce gaz, c'était principalement de l'hydrogène, de l'hélium et puis quelques traces d'éléments plus lourds, ce que les astrophysiciens appellent des métaux, le carbone, l'oxygène, l'azote, etc. Sous l'effet d'une perturbation extérieure, par exemple une étoile qui explose à proximité, ce nuage de gaz, qui tournait lentement sur lui-même, rien n'est statique dans l'univers, donc ce nuage de gaz s'est effondré. En s'effondrant, il va s'aplatir sous la forme d'un disque. On reviendra, si vous voulez, après sur ce schéma. Donc il s'aplatit sous la forme d'un disque, et dans ce disque, les températures ne sont pas homogènes. Près du proto-soleil, au centre, les températures sont élevées, alors que loin de ce proto-soleil, les températures sont plus faibles. Bref, le gaz va pouvoir condenser. Près du soleil, il fait tellement chaud que
ce qui pourra condenser, c'est ce qu'on appelle des espèces réfractaires. Alors, vous aurez des silicates, du fer, des métaux, des espèces carbonées, etc. Et à une certaine limite, ce que des astronomes appellent la ligne des glaces, qui à l'époque devait se situer à 2-3 unités astronomiques du Soleil. L'unité astronomique, c'est une unité de distance très pratique qu'on utilise dans le système solaire. C'est la distance moyenne Terre-Soleil, 150 millions de kilomètres. Donc, cette ligne des glaces d'eau, était à 2 ou 3 unités astronomiques du Soleil. Au-delà, l'eau peut condenser. Donc, vous avez à la fois des espèces réfractaires et beaucoup de glace d'eau. Donc ça peut nous intéresser pour expliquer la composition actuelle du système solaire. On s'attend, d'après cette explication, à ce que près du Soleil, on ait plutôt des corps rocheux, denses, alors que loin du Soleil, c'est ce qu'on remarque, c'est vrai, on a des corps plus riches en éléments volatiles, plus riches en glace d'eau. Alors ces corps, justement, autant il y a assez peu de matière près du Soleil, vous aurez des petites planètes rocheuses, autant loin du Soleil, il y a beaucoup de place, beaucoup de matière qui peut se concentrer pour former des planètes. Rapidement, vous obtiendrez des embryons de planètes géantes, 10 à 15 fois la masse de la Terre, et qui vont pouvoir accréter, c'est-à-dire attirer grâce à la gravité, leur gravité, du gaz, et c'est ainsi qu'on aura des planètes géantes. Donc retenez bien ceci, près du Soleil, des planètes rocheuses, denses, quasiment dénuées d'eau, et loin du Soleil, des corps qui peuvent être géants, comme les planètes géantes Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune, mais surtout ce sont des corps très riches en eau. Alors est-ce que c'est vérifié? Oui, prenons le cas des comètes. À gauche, la célèbre et magnifique comète Hale-Bopp, qui, dans la seconde moitié des années 90, est venue nous rendre visite. Je me rappelle l'avoir vue avec ma mère en plein cœur de la ville de Lille. C'était magnifique. À droite, une comète dont j'ai oublié le nom, c'est pas grave, c'était juste un matricule, un ZTF 2022-3, quelque chose comme ceci. Donc ces comètes, ces gigantesques astres dont les queues de poussière et de gaz peuvent faire jusqu'à une centaine de millions de kilomètres de long, eh bien, ces comètes, maintenant on le sait, je vous en avais parlé dans l'introduction, au cœur de ces comètes, il y a un petit noyau. Il y a eu des queues de 100 millions de kilomètres et un petit noyau d'une dizaine de kilomètres. Là, le noyau que je vous montre, c'est le célèbre noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko, noyau de comète auquel la sonde Rosetta a rendu visite durant la décennie 2010. Donc il y a vraiment un contraste énorme entre la petitesse du noyau et le gigantisme des queues de comètes. C'est un astre très joli, déroutant, très poreux. La densité, c'est même pas la moitié de la densité de l'eau. On pourrait le mettre à flotter sur un verre d'eau géant, ça tiendrait sans problème. Donc des corps, les noyaux de comètes sont constitués essentiellement de glace d'eau, plus d'autres glaces un peu complexes, des glaces de méthane, de monoxyde de carbone en fonction de leur température. Il y a 2 réservoirs de comètes. Le plus célèbre, c'est le réservoir le nuage d'Oort, qui est théorique pour l'instant. On n'a pas les capacités, on n'aura sans doute pas les capacités de l'observer, puisqu'il serait vaguement sphérique, et il se trouverait, on va dire, à 50 000 fois la distance qui sépare la Terre du Soleil de nous, et parfois des membres de ce nuage de Oort vers le passage d'une étoile, d'un corps à proximité, et ferait plonger vers l'intérieur du système solaire. Ça donnerait naissance à de nouvelles comètes. Donc revenons sur ce noyau de la comète Churyumov-Gerasimenko. Ici, un superbe gif qui a été réalisé à partir d'images de la sonde Rosetta. C'est très spectaculaire. Donc, on voit au début, parce que là c'est en boucle, au début en haut à gauche, une zone d'activité grâce à laquelle la comète va émettre des jets de gaz et de poussière. La matière se sublime, elle passe directement de l'état solide à l'état gazeux. Ce que vous voyez derrière qui descend, ce sont des étoiles en arrière-plan. Et on voit traverser
Ça fait des petites étoiles filantes. En fait, c'est un mélange de poussière et aussi de rayons cosmiques qui font un peu saturer la caméra. En tout cas, c'est très spectaculaire d'avoir cette vue de la comète à plus de 100 millions de kilomètres de nous. On y voit des rochers de quelques mètres. Pardon. Après les comètes, intéressons-nous aux planètes géantes. Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune. Oh, ce sont quasiment des planètes atmosphères, surtout dans le cas de Jupiter et Saturne. Ces 4 planètes auraient dans leur cœur des noyaux de roches, de métaux, et dans le cas d'Uranus et Neptune, à droite, le noyau serait entouré d'un très épais manteau de glace. Là aussi, il n'y a pas que de la glace d'eau, vous avez de la glace de méthane, de monoxyde de carbone. Alors l'eau, où est-elle sur ces planètes? En profondeur en général. Elle doit former des couches nuageuses qu'il est très difficile de voir. La façon la plus évidente de voir de l'eau dans le système solaire extérieur, c'est par exemple les anneaux de Saturne. Splendide. Une merveille à observer avec une lunette astronomique ou un télescope. C'est une expérience très émouvante parce que vous avez, pour une fois, l'impression de relief. Vous voyez les anneaux qui passent derrière le disque de la planète. Donc ces anneaux qui ont une envergure de 300 000 km, c'est presque la distance de la Terre à la Lune. Maintenant, on le sait, ils sont composés de milliards de petits blocs de glace d'eau presque pure. On a relevé également, dans la haute atmosphère de ces planètes, des traces d'eau, de vapeur d'eau. Ça, c'est étrange. Parce que normalement, la vapeur d'eau, si elle est présente dans ces planètes, elle devrait être stoppée au niveau de ce qu'on appelle la tropopause. La troposphère sur Terre, c'est cette région de notre atmosphère où la température diminue lorsque vous montez. Vous arrivez à un minimum de température à la tropopause. Et pour ces planètes géantes, la tropopause est vraiment une température extrêmement faible, ce qui fait qu'au-dessus, ça devrait être particulièrement sec, mais ce n'est pas le cas. Donc, il faut faire intervenir une source d'eau extérieure. Et dans le cas de Jupiter, on a pu préciser cette source. En 1994, la planète Jupiter a été littéralement bombardée par une vingtaine de morceaux de comètes. C'était la comète Shoemaker-Levy 9. Et ces comètes, ces morceaux, ces blocs de comètes ont apporté vers les latitudes sud une certaine quantité d'eau qu'on détecte encore aujourd'hui. Alors, plus intéressant que ces planètes elles-mêmes, elles ont des satellites bigrement intéressants. Par exemple, celui-ci s'appelle Europe. Il est un peu plus petit que notre Lune. Il tourne autour de la planète Jupiter. Vous voyez, ça ressemble à une grosse boule de billard, avec très très peu de relief et très peu de cratères. Ça, c'est intéressant. En général, les astres très cratérisés ont des surfaces extrêmement anciennes, comme la Lune. Ici, vous avez l'exemple d'une surface plutôt jeune, jeune à l'échelle géologique, sans doute pas plus d'une centaine de millions d'années. Jeune, certes, et parcouru de sillons. Voilà un zoom sur ce satellite, Europe. Regardez, ça ressemble vraiment à une banquise d'où se détacheraient des icebergs qui flotteraient sur un milieu fluide sous-jacent. Alors, d'où provient cette énergie? Europe est un petit corps. La radioactivité qu'il avait à l'origine a dû disparaître. L'énergie qu'il avait emmagasinée lors de sa formation est déjà partie. Mais en fait, on invoque des effets de marée. Et oui, Europe est près de Jupiter. Son orbite n'est pas strictement circulaire. Elle est un tout petit peu elliptique. Et cette ellipticité est maintenue à un niveau non nul par des jeux de résonance gravitationnelle avec d'autres satellites, Ganymède, Callisto, Io. Bref, Europe n'est jamais à la même distance de Jupiter. Comme il en est proche et que Jupiter est monstrueusement lourde, Europe va être sujet à des forces de marée démentes, qui vont littéralement pétrir son intérieur et le maintenir très chaud. Ce qui fait qu'on pense que sur Europe, il existe un océan d'eau liquide sous une épaisse banquise de quelques dizaines de kilomètres d'épaisseur. Il y a des projets un petit peu fous, projets d'ingénieurs qui sont plus des rêves qu'autre chose, où on enverrait sur Europe un robot qui creuserait cette banquise dont on ne connaît pas encore vraiment la profondeur. On en saura un petit peu plus dans quelques années avec la mission JUICE. Au début des années 2030, se mettra en orbite autour d'Europe, de Ganymède. On révélera l'épaisseur de cette banquise.
Bref, ces ingénieurs imaginent des robots qui percent la banquise et qui libèrent dans l'océan probable d'Europe, des espèces de sous-marins qui vont prendre en photographie les baleines d'Europe. Bon, ça reste plus du domaine du rêve. Autre satellite très intéressant, Encelade, qui tourne autour de Saturne. C'est un petit corps, hein, il fait 500 km seulement, même pas la moitié de la France. C'est tout petit, on voit une partie de sa surface qui est très cratérisée, donc très ancienne, et une autre partie de sa surface qui, au contraire, est quasiment dénuée de cratères, donc beaucoup plus jeune. Vous voyez, vers le pôle sud d'Encelade, des grandes rayures qu'on surnomme les rayures du tigre. Et la sonde Cassini, qui est arrivée autour de Saturne en 2004, qui est survécue jusqu'en 2017, et un peu par hasard, elle est passée tout près d'Encelade, alors qu'on ignorait encore qu'il y avait de la matière qui sortait de ces rayures, vous pouvez voir hein, sur l'image de droite. Et elle a donc, sans le faire exprès en quelque sorte, pu mesurer, pu détecter la composition de ces jets qui sont avérés très riches en espèces intéressantes comme par exemple l'eau. Il y a beaucoup de vapeur d'eau. Donc cela signifie que, un peu comme sur Europe, eh bien, il y aurait sous la surface glacée d'Encelade un océan d'eau liquide sous pression qui parfois arriverait à sortir en surface. Donc avec tout ce que ceci peut avoir comme implication dans la recherche de la vie extraterrestre. Passons maintenant au domaine des 4 planètes telluriques, Mercure, Vénus, la Terre et Mars. Alors, Mercure, la planète la plus proche du Soleil, on pourrait se dire, mais il n'y a jamais d'eau là-dessus, c'est pas possible, il fait trop chaud. On a sans doute découvert de l'eau sur Mercure. Au niveau de ses pôles, cette planète tourne quasiment droite autour du Soleil. Hein. Donc, au niveau des cratères qui sont présents près des pôles, le fond de ces cratères ne voit jamais le Soleil. Et donc, on peut imaginer que de l'eau est apportée en permanence par des météorites, des morceaux de comètes, et s'accumule là dans ce piège froid où il peut faire moins de 120 degrés et pourrait rester pendant plusieurs centaines de millions d'années. C'est une surprise quand même. La deuxième planète que l'on aperçoit avec ce jaune chatoyant, ces belles couleurs bien chaudes, c'est Vénus. Hein. D'habitude, on ne la voit pas comme ça. Vénus a une surface perpétuellement masquée par de très épaisses couches nuageuses composées d'acide sulfurique, très sympathique, très réfléchissant. Donc, les années 90, on a envoyé une sonde autour de Vénus, la sonde Magellan, qui, grâce à un radar, a permis de percer la couche nuageuse, et nous a envoyé une série de portraits de la planète qui ont été ensuite colorisés avec ces couleurs chatoyantes et chaudes hein, pour bien nous faire comprendre que sur Vénus, il fait chaud, en effet. L'épaisse atmosphère de dioxyde de carbone est à l'origine d'un effet de serre monstrueux qui porte la surface de Vénus, côté jour comme côté nuit, à quelques 460 degrés. Donc sur Vénus, très peu d'eau, un peu de vapeur d'eau dans l'atmosphère. Une planète qui serait très sèche, à la différence de la Terre. On voit ici la planète Terre. Je vais vous montrer un petit peu plus en détail. Je ne parlerai pas de Mars puisqu'on va terminer sur elle, la planète rouge. Donc la Terre, c'est le seul endroit à notre connaissance, au moins dans le système solaire, où vous avez l'eau sous ses 3 phases conjointement, la vapeur d'eau, hein, qu'on ne voit pas ici, qui est invisible, transparente, quasiment transparente, en lumière visible, la glace d'eau et l'eau liquide. On peut se poser une question, la Terre est-elle vraiment une planète riche en eau? Eh bien en fait non. On pourrait affirmer que la Terre est une planète très sèche. La masse d'eau rapportée à la masse de la Terre, c'est même pas 0,1%. Si vous preniez toute l'eau de la Terre, l'eau des mers, des océans, des lacs, contenue dans les glaces, l'eau qui se trouve sans doute dans le manteau terrestre, on a une vague idée du contenu du manteau terrestre au niveau de l'eau, je ne suis pas tout à fait sûr. Bref, vous prenez toute cette eau, vous la rassemblez sous forme de boule, ça donne ça. C'est tout petit. Donc 0,1%, même pas, de la masse de la Terre, c'est de l'eau. C'est ridiculement petit. Pensez à des satellites comme Europe, Encelade, c'est presque 50% de leur masse qui est sous forme d'eau. Terminons par le cas martien. Alors l'eau sur Mars, on en a découvert. Regardez.
Vous savez, je suis très content de ne pas avoir ni vos visages là, ni le son, parce qu'en général, c'est le moment où on me jette des tomates. C'est vrai que c'est de très mauvais goût. Bon, bref, l'eau sur Mars. Donc, Mars est une petite planète, à peu près 2 fois plus petite que la nôtre. Elle est penchée, à peu près comme la Terre, ce qui veut dire que sur Mars, il y a des saisons et qu'elles se succèdent. Mars est plus loin du Soleil que la Terre, hein, environ 50% plus loin, donc les saisons sont 2 fois plus longues, plus marquées que sur Terre, et il fait en moyenne très froid. La température moyenne sur Mars est de moins 60 degrés. Bon, en plein été, à midi sur l'équateur, la température peut monter à environ 20 degrés. Et comme il n'y a pas d'atmosphère, quasiment pas, pour retenir la chaleur près de la surface, les températures plongent allègrement à moins 40, moins 50 degrés la nuit. Et au niveau des pôles, on peut descendre facilement à moins 140, moins 150 degrés. Ce n'est pas une planète très accueillante. Il y a une certaine dichotomie à la surface de Mars. Dans l'hémisphère sud, vous avez des hauts plateaux, bien plus hauts que l'altitude moyenne de la planète, extrêmement anciens, extrêmement cratérisés. Alors que dans l'hémisphère nord, ce sont plutôt des zones de basse altitude avec beaucoup moins de cratères. Alors, la vapeur d'eau martienne, tout d'abord. Oui, il y en a. Pas beaucoup moins. Si on est arrivé à faire de toute cette vapeur de l'eau liquide, ça nous ferait une épaisseur d'eau, même pas d'un millième de millimètre. Mais parfois, quand il fait froid, c'est sur l'image de gauche, qui a été prise par la sonde Viking à la fin des années 70, une apparition de givre. On voit également dans le ciel, c'est l'animation de droite, là c'est la mission InSight, qui a détecté des tremblements de Mars et a permis, entre autres, d'avoir une bonne idée maintenant de sa structure interne, la présence d'un noyau liquide, etc. On voit dans le ciel des nuages, qui sont souvent des nuages de glace carbonique, qui peuvent être parfois aussi des nuages de glace d'eau. Donc il y a un peu de vapeur d'eau sur Mars, il y a beaucoup de glace, et oui, au niveau des pôles, vous avez 2 calottes polaires, hein, dont l'une, la calotte polaire australe, avait déjà été détectée par Huygens en 1672. Donc la calotte polaire nord, à gauche, la calotte polaire sud, hein, vous voyez des superbes dessins, ces espèces d'arabesques, ces spirales qui sont dues à la présence de vent, sauf dans ces directions-là, aux hautes latitudes. Donc il y a pas mal d'eau, sous forme de glace. Le sous-sol de Mars comporte également pas mal de glace, hein, pour preuve, aussi par exemple un cratère qu'on appelle un cratère à éjecta lobé. On imagine très bien, hein, c'est un peu comme si vous lanciez une pierre bien lourde dans un sol boueux, c'est la même chose. Le sous-sol de Mars regorge d'eau sous forme de glace, avec cette glace d'eau qui affleure pratiquement au niveau des pôles et qu'il faudrait chercher un petit peu plus profondément au niveau des zones équatoriales. Alors, pourquoi cette eau a-t-elle disparu? Eh oui, il y a beaucoup d'indices qui laissent penser que de l'eau a coulé en abondance sur Mars il y a très très longtemps. Je vous propose donc de terminer vraiment par une histoire de la planète Mars. Alors, comment déterminer les périodes sur Mars? C'est très délicat. On va le faire par le comptage de cratères. Ce qu'ont fait les astronautes dans les années 60 et 70 sur la Lune, c'est ramener plusieurs centaines de kilos d'échantillons qu'on a pu dater. Ça a des méthodes en laboratoire très complexes. Donc on a daté ces échantillons, on a regardé d'où ils venaient sur la Lune, on a compté les cratères, et on s'est aperçu que, comme on s'y attendait, les cratères les plus anciens, enfin les zones où il y a le plus de cratères, ce sont les zones les plus anciennes. Et plus les cratères sont gros, plus ils sont anciens. Donc on a fait un peu pareil pour Mars, à distance. On a inventé une espèce de chronologie dont les bornes sont très fluctuantes, hein. Tant qu'on n'aura pas de retour d'échantillons de la planète rouge, ce sera très délicat de préciser cette chronologie. En tout cas, la première période, on l'appelle le Noachien, daterait de la formation de la planète jusqu'à environ 3,7 milliards d'années. Elle concerne surtout l'hémisphère sud. Je vous ai dit qu'il était très ancien, très cratérisé. Là, il y a plein d'indices de l'omniprésence d'eau liquide. Regardez par exemple l'image du bas, comme elle est belle. On dirait vraiment un lit de rivière qui est asséché. Et ça se fait pas en 2 jours, hein. Il faut plusieurs mois, plusieurs années pour arriver à des choses comme ça. Ce qui veut dire que l'eau était stable. On trouve également, au fond de cratères, pas mal de sédiments,
voyez l'image de droite, si vous avez ça sur Terre, vous pouvez être sûr d'une chose, c'est que c'est le fond d'un ancien lac. Sur Mars, il faut être plus prudent, parce qu'il ne s'est sans doute pas passé grand-chose depuis 3 à 4 milliards d'années. Cela signifie qu'une des seules actions érosives, c'était le vent. Qui sait ce que peut bâtir le vent sur 3 milliards d'années? Donc, restons prudents. Et enfin, une autre preuve, c'est la minéralogie, la composition chimique des roches en surface, qui a été déterminée par plusieurs rovers comme Curiosity, comme le fait actuellement, Perseverance, et qui montre l'omniprésence de l'eau et des radicaux associés à l'eau, OH par exemple, dans les minéraux hydratés. Donc on montre que l'eau était liquide à cette époque et qu'elle avait un pH neutre, très intéressant pour la vie. La vie a-t-elle pu s'y développer? On n'en sait rien, on n'a jamais trouvé le moindre fossile sur Mars. En tout cas, s'il y avait de l'eau liquide, c'est que les conditions de pression et de température étaient telles que cette eau pouvait rester liquide de manière pérenne. Cela signifie qu'il y avait une atmosphère dense, beaucoup plus dense que l'atmosphère actuelle, qui est de l'ordre de, dans la pression, c'est 6 millibars. À l'heure actuelle, l'eau liquide n'est pas stable sur Mars. Si vous avez un verre d'eau, en fonction de la température, soit votre verre d'eau va rapidement se transformer en glace, soit va devenir de la vapeur. L'eau liquide n'est pas stable actuellement sur Mars. Qu'est devenue cette atmosphère? Mars est une petite planète. C'est un indice intéressant. Les petites planètes perdent vite leur énergie. On a aussi l'indice d'une présence d'un champ magnétique passé sur Mars. Et puis, cette petite planète a rapidement perdu son énergie. La source du champ magnétique, les mouvements dans le noyau extérieur de la planète, commençaient à ralentir. Le champ magnétique de la planète a décru et il n'a plus joué son rôle de bouclier autour de la planète Mars. Ainsi, le vent solaire, le vent qui émet en permanence le Soleil, qui va à plusieurs centaines de kilomètres par seconde, peu à peu a éliminé l'atmosphère. Cette atmosphère a disparu, quasiment disparu, maintenant plus de 6 millibars. Autre énigme sur Mars, c'est l'énigme des carbonates manquants. Alors, si on imagine que Mars avait une épaisse atmosphère, de l'eau liquide, une épaisse atmosphère certainement avec beaucoup de dioxyde de carbone, vous prenez du dioxyde de carbone, de l'eau, le dioxyde de carbone se dissout dans l'eau et il attrape autour de lui des ions positifs comme les ions calcium, magnésium, etc. Ça forme des carbonates, des roches. Donc si nos hypothèses sont justes, s'il y avait de l'eau, s'il y avait du dioxyde de carbone, il devrait y avoir beaucoup de carbonates maintenant. On n'en trouve pas, quasiment pas. Qu'est-ce que cela signifie? Soit nos hypothèses sont fausses, ou alors lors d'une période ultérieure, et on verra que c'est un peu le cas, il y a eu un volcanisme, un milieu acide qui a fait que ces carbonates se sont dissous, ou alors ils sont enterrés profondément, on ne les a pas encore vus, en tout cas c'est une énigme. Seconde période de Mars, après le Noachien, l'Hespérien, qui s'étalerait de 3,7 à 3 milliards d'années avant aujourd'hui, environ, on ne sait pas. Elle est caractérisée par une intense activité volcanique. Beaucoup de volcans qui datent de cette période, des signes d'activité volcanique, un milieu acide donc. Et on trouve encore des structures qui seraient dues à l'eau, mais là, ce n'est pas de l'eau qui a coulé de manière permanente pendant des années, des décennies, des siècles, des millénaires, non. Ce sont bien souvent des inondations catastrophiques. On voit sur l'image de droite comme des larmes. C'est très joli. Donc on a calculé le débit qu'il aurait fallu pour créer ces larmes. Ce sont des débits hallucinants, des dizaines de millions de mètres cubes par seconde. Ça n'a rien à voir avec ce qui existe. C'est bien plus grand, par exemple, que le débit de l'Amazone actuel. Et on trouve également beaucoup de roches qui se sont formées en milieu acide. Donc il restait de l'eau à cette époque, mais plus de manière pérenne. Elle doit être liée, par exemple, à du volcanisme qui aurait réchauffé beaucoup de glace souterraine et qui aurait conduit à ces inondations catastrophiques. Dernière période de l'histoire martienne, l'Amazonien, qui dure depuis environ 3 milliards d'années, dans lequel la présence de liquide, si elle existe, doit être extrêmement éphémère. On peut imaginer un astéroïde qui tombe
un corps céleste qui tombe sur Mars, porte de l'énergie, la glace du sous-sol se met à fondre, devient liquide, et puis au bout de quelques heures, quelques jours, dans le meilleur des cas, cette eau gèle, s'évapore. Donc présence de liquide très éphémère, et il ne se passe plus grand-chose, si ce n'est une oxydation, sans que l'eau n'intervienne. Donc la surface de Mars est entièrement oxydée à l'heure actuelle, mais l'eau n'a rien à voir avec ça. Donc je pense que nous en avons terminé avec cette conférence. Justement, on signe un petit clin d'œil, le rover Persévérance. On a fait un selfie ici, et vous voyez sur la gauche de l'image, à peu près au centre quand même, le petit hélicoptère Ingenuity qui l'a accompagné, qui devait faire 1 ou 2 vols d'essai, et qui en a fait 72, mais là qui s'est éteint il y a quelques semaines. Il a cassé ses pales. Voilà, je pense qu'on peut s'arrêter ici. Maintenant, si vous avez des questions, je serais ravi de tenter d'y répondre. Eh bien, merci beaucoup, c'était très, très intéressant. N'hésitez pas à poser, vos questions directement via la discussion publique et je me ferai une joie de les transmettre à monsieur Kiken. En attendant que nos auditrices, auditeurs, composent les questions, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à un petit détail, à rajouter, peut-être, je sais pas, quelque chose de Ah, moi oui? Un petit détail. Je ne sais pas. Attendez. Mhm. Qu'est-ce que je pourrais ajouter? Écoutez, non, j'ai envie de... C'est pas grave. On va attendre Voulez-vous... les questions. Ouais. Sinon, nous pourrons parler de l'augmentation du niveau des mers sur Terre. Oui. Bon. Vous voulez qu'on parle de ça 2 minutes? On peut. Oui, c'est oui. D'accord. Alors, petite question. La fonte des glaces fait-elle augmenter le niveau des mers? Ah, il faut savoir de quelle glace on parle. Évidemment, quand vous avez des glaces qui reposent sur des socles continentaux, le fait de, si elles fondent, ça rajoute du matériau, autrement dit de l'eau liquide, aux océans. Si toutes les glaces sur Terre fondaient, on peut calculer que la hauteur des mers augmenterait d'environ 90 mètres. J'espère pas arriver là quand même. Là, je parle des glaces continentales, par exemple les inland seas, les calottes polaires, etc. Elles, si elles fondent, ça fait monter le niveau des mers. Mais les banquises, qu'est-ce que la banquise? C'est de l'eau de mer gelée. Et cette eau de mer gelée, lorsqu'elle fond, fait-elle augmenter le niveau des mers? Eh non, c'est assez contre-intuitif, mais non, pas du tout. Hein, cette expérience, vous pouvez la faire chez vous. Vous prenez... désolé pour le dessin, c'est moi qui l'ai fait, il est très moche. Je ne suis pas doué pour ce genre de truc. On voit pas votre diaporama. Vous ne voyez pas mon diaporama? Non. Ah oui, c'est embêtant. D'accord. Je vais essayer de partager. Alors, partager. Vous le voyez là? Ça charge. Super. Et comme Merci. ceci. Ça va là? Oui. Ah. Donc c'est une expérience qu'on peut faire. Vous placez un glaçon au fond d'un verre et vous faites couler de l'eau liquide jusqu'à arriver au bord du verre. Et vous attendez. On peut se dire, bah, le glaçon va fondre. Ça va déborder. Ah ben non, pas du tout. L'eau ne va pas changer de niveau. Conséquence du principe d'Archimède. Donc la fonte des banquises ne va pas changer le niveau des mers. C'est uniquement la fonte, je parlais glacier alpin, calotte qui se trouve en Antarctique, au Groenland, en Islande, etc., qui peut faire varier le niveau des mers. Bon, ce niveau moyen des mers augmente. Vous voyez ici des mesures qui ont été faites d'une précision incroyable d'abord, quand on y pense, qui ont été faites par satellite, avec entre autres
satellites Topex Poséidon 1 et 2, je crois, qui ont mesuré depuis 1995 la hauteur moyenne du niveau des mers, des océans. Donc ça monte très régulièrement. En moyenne, on en est à 3,3 mm par an. Je crois que ça s'est accéléré très récemment. Donc la moitié de cette augmentation provient de la fonte des glaces continentales, Inland 6, calotte polaire, etc. Et l'autre moitié de la dilatation thermique de l'eau. Eh oui, cette eau qui... le climat se réchauffe en moyenne. L'eau, comme elle est un peu plus chaude, va se dilater. Et ça explique à peu près à hauteur de 50% l'augmentation du niveau des mers. Voilà une information que j'avais passée sous silence durant cette conférence. Y a-t-il des questions maintenant? Oui, merci beaucoup en tout cas pour ces précisions. Le 4e état plasma a-t-il été détecté? Alors le plasma, ça dépend ce qu'on appelle plasma exactement. Donc effectivement, on parle de plusieurs états de la matière. On a parlé des phases liquides, gazeuses, solides. Il existe un 4e état qui est où la matière est ionisée. Vous avez des ions positifs au milieu desquels se baladent des électrons. Alors, je suis même sûr qu'on a détecté l'ion, je crois qu'il a un nom bizarre, attendez, oxydanalium. Bon, bref, on a détecté H2O+. Ça, c'est certain. Qui est évidemment lié intimement à H2O. Sinon, que vous dire d'autre à propos de ceci? Pas grand-chose, en fait. Oui, ça a été détecté. Ça a été détecté. Et d'ailleurs, l'immense partie la plus grande partie de l'univers est normalement sous une forme de plasma, que ce soit dans les étoiles, près des zones de formation d'étoiles. Je n'ai pas en tête la répartition exacte des espèces. Par exemple, l'hydrogène est-il plus sous forme de dihydrogène ou sous forme d'ion hydrogène? Je ne sais que vous dire d'autre. Merci, en tout cas pour votre réponse. L'eau est-elle indispensable de la vie? Excusez-moi. L'eau est-elle indispensable à de la vie? Voilà. Au moins sur Terre. Sur Terre, à ma connaissance, il n'existe aucune trace de vie qui ne soit pas associée à l'eau. Comme je l'avais dit en introduction, vous pouvez avoir de la vie sans oxygène, vous pouvez avoir de la vie sans lumière, mais de la vie sans eau. Ça n'existe pas, sur Terre, au moins. Et a priori dans le système solaire. Si, il en existe. Alors, oui, je sais, est-ce qu'on pourrait imaginer de la vie sans eau? De la même façon, je sais qu'à une époque, on s'intéressait, est-ce qu'on peut imaginer une autre vie qui ne serait pas basée sur le carbone, mais par exemple sur le silicium? Le problème, c'est qu'évidemment, ce qu'on cherche, on cherche ce qu'on connaît. Et quand on cherche de la vie, c'est comme quand vous cherchez vos clés la nuit, quoi. Vous allez plutôt chercher sous un lampadaire. Non pas que cette région sous le lampadaire soit plus intéressante, mais c'est la seule qui est éclairée où vous voyez quelque chose. Donc la vie sans eau, je n'en connais pas. Pas sûr que quelqu'un en connaisse. Moi, je suis même quasiment certain que la vie telle qu'on la connaît nécessite impérativement la présence d'eau liquide. Voilà. Après, peut-être existe-t-il d'autres formes de vie qui sont dispenses. Je ne sais pas. Je pense que personne ne le sait. Merci. Si la glace de l'océan Arctique fond rapidement, y aura-t-il une incidence importante sur le Gulf Stream? Oh là là, je ne suis pas du tout spécialiste de ce genre de thématique. J'ai cru comprendre que le Gulf Stream était peut-être pas très loin d'un point de bascule. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Que nos côtes seraient sans doute moins réchauffées par la dérive nord-atlantique. Je crois que c'est le nom de Gulf Stream dans nos terres, enfin, près de l'Europe. Je ne peux pas vous en dire. Honnêtement, je ne sais pas. Je ne sais pas, c'est un domaine
qui m'est étranger, je vais vous raconter des bêtises. Il n'y a pas de problème. Je ne suis pas la bonne Euh, personne pour répondre à ça. Est-ce que la quantité d'eau sur Terre varie? La Terre peut-elle devenir sèche? Ah, ça c'est intéressant. Oui, effectivement. La quantité d'eau, a priori, actuellement, depuis plusieurs centaines de millions d'années, varie assez peu. C'est toujours la même eau qu'on se recycle. On entend parfois dire qu'on boit par ce qui a pu être du pipi de dinosaure. C'est sans doute vrai. Qu'est-ce qui peut faire disparaître l'eau sur Terre? C'est l'action du Soleil. Cette eau, quand la vapeur d'eau qui peut monter, va être à haute altitude dissociée par le rayonnement ultraviolet du Soleil. Vous aurez des atomes d'oxygène, des atomes d'hydrogène. Les atomes d'hydrogène vont partir et l'oxygène va se combiner à autre chose. En tout cas, vous aurez disparition d'eau. Ça existe, ça se mesure, et c'est sans doute ce qui est arrivé aussi à Mars. Mais la Terre est quand même sacrément bien protégée par son champ magnétique. On peut estimer que la quantité d'eau perdue par la Terre est faible depuis plusieurs centaines de millions d'années, très faible. Et elle peut être largement compensée par l'apport de vapeur d'eau apporté par des micrométéorites. Dans un futur très lointain, ça ne sera pas le cas. Parce que le Soleil, les modèles astrophysiques, l'étude de l'évolution des étoiles montrent que sa luminosité va augmenter. Oh, l'augmentation est faible, 7% par milliard d'années. Mais avec, on ne sera plus là pour le voir, et de toute façon ce sera bien dégommé avant, donc c'est plutôt à titre d'information. Dans 1 milliard d'années, la luminosité du Soleil sera telle que la température aura nettement augmenté sur Terre, a priori, et que donc, il fera beaucoup plus chaud. La vapeur d'eau, il y en aura plus, pourra monter plus haut dans l'atmosphère et être dissociée à nouveau par le rayonnement ultraviolet du Soleil. C'est arrivé à Vénus, certainement. Donc d'ici 1 milliard d'années, il est possible, les modèles actuels en tout cas prédisent que l'eau aura pas forcément disparu, mais il y en aura beaucoup moins. Et d'ici plusieurs milliards d'années, a priori, il n'y aura plus d'eau sur Terre. Donc vous voyez, c'est à très très long terme. Vraiment à très long terme. Ça rejoint, je pense, la question d'après. Est-ce que la Terre finira comme Mars, sans atmosphère et sans eau, sous ces 3 formes? Donc la Terre, actuellement, est une planète active. Le volcanisme, les tremblements de terre, la tectonique des plaques, parce que c'est une grosse planète. Elle va pouvoir maintenir son champ magnétique, même s'il y aura des inversions, des annulations temporaires, elle pourra conserver son champ magnétique pendant très longtemps. Finira-t-elle comme Mars? Je ne le pense pas. Je pense que peut-être ce qui nous guette, c'est plutôt de finir comme Vénus. Une planète quasiment sans eau, invivable à cause d'une température démente en surface, avec une épaisse atmosphère. Parce que dans les entrailles de la Terre, il y a pas mal de gaz qui est incorporé à des roches, et avec l'augmentation des températures, pourrait être libéré, je pense, dans cette atmosphère et contribuer à un effet de serre, dû au dioxyde de carbone en particulier. Donc je pense que c'est plutôt l'avenir, c'est plutôt Vénus qui nous attend, plutôt que Mars. Voilà. Bonne Merci question beaucoup. pour potasser, d'ailleurs. Est-ce que nous allons faire d'autres recherches d'eau sur des comètes ou des astéroïdes? Là, on a eu pas mal de chance. On est vraiment à une période où on a eu beaucoup de missions. Il y a eu la mission Rosetta sur Churyumov-Gerasimenko. Vous avez les missions vers une mission japonaise, Hayabusa, vers un astéroïde dont j'ai plus le nom en tête. Était-ce Bennu? Était-ce un autre? J'ai oublié de l'inote. Les missions américaines de retour d'échantillons. Toutes ces missions se sont passées admirablement et actuellement, on peut, dans nos laboratoires,
vraiment déterminer la composition chimique des astéroïdes, entre autres. Alors, je crois qu'il y a une mission à venir qui s'appelle, il me semble, Comet Interceptor, où on enverrait une sonde spatiale vers une comète, pourrait à nouveau se satelliser autour. Voilà. Donc oui, en plus, ces astéroïdes constituent pour pas mal de gens un intérêt, certain pour des histoires de matières premières, il faut le dire. Donc il est possible que dans un futur pas forcément très éloigné, des entreprises privées s'intéressent à ces astéroïdes pour avoir des métaux rares, avoir de l'or, on sait qu'il y en a. Vous avez la mission, je ne dis pas de bêtises, une mission Psyché, je crois, qui va être envoyée vers un astéroïde très, très étrange, particulièrement métallique. Vous avez également une mission qui est envoyée vers ce qu'on appelle les astéroïdes troyens de Jupiter. Vous savez, de part et d'autre de Jupiter, sur son orbite, à 60 degrés avant et après, vous avez des petits corps, enfin petits corps, hein, il faut quand même, pour les plus gros, plusieurs centaines de kilomètres. Donc des corps qui suivent ou précèdent Jupiter sur son orbite, et on va envoyer, je ne me rappelle plus le statut de cette mission, en tout cas, c'est sûr, on va envoyer, ou on a envoyé une sonde vers ces astéroïdes troyens qui va se balader un peu parmi eux, qui va observer, je crois qu'il y en a 4 ou 5 qui doivent être observés. Donc oui, l'avenir est radieux encore, il vient de l'être et il le sera encore pour l'observation des astéroïdes, hein, sans compter évidemment des missions qui seront faites pour préserver la Terre vers des astéroïdes, ce qu'on appelle des Near-Earth astéroïdes, des astéroïdes qui ont une certaine possibilité à très long terme d'entrer en collision avec la Terre. Donc c'est intéressant de les observer. Là récemment, on a envoyé un percuteur qui a tapé un astéroïde pour voir comment il allait réagir. Est-ce qu'il va dévier sa trajectoire? Est-ce qu'il a explosé? Non, il a un peu dévié sa trajectoire, plus que prévu d'ailleurs. Et ça nous permet de savoir quelle technique, quelle tactique, quelle stratégie avoir en cas d'approche d'un astéroïde qui pourrait être potentiellement destructeur pour la Terre. Enfin, pour l'humanité, hein. La Terre s'en remettra sans problème, mais pour l'humanité. Donc voilà, plein de missions à venir. Merci beaucoup. Les astéroïdes et les comètes. À supposer que sur une exoplanète de type martien, une forme de vie basée sur l'eau vive nichée sous sa surface et par conséquent se rende en surface uniquement pour employer des grandes unités de production d'eau, typiquement des centrales ISRU et fonctionnant sur la réaction de Sabatier. Est-ce qu'il pourrait s'agir d'une signature détectable de façon significative par spectroscopie? Je me sens tout petit. Je n'ai pas compris grand-chose à la question. Vous pouvez la voir si vous voulez. Normalement, vous avez un bandeau sur votre navigateur. Conversation. Conversation, ouais. C'est l'avant-dernière. Si vous avez une forme de vie basée sur l'eau, vive, nichée sous sa surface. C'est vicieux comme question. C'est par conséquent. J'ai le droit de répondre qu'en cet instant, je n'en ai aucune idée. Et qu'il faut travailler la chose. Une question à laquelle je ne peux pas répondre comme ça dans les médias. Hein. Il faut avoir une bonne idée de la distance de cette planète, des quantités d'eau envoyées. Non, là, je vous avoue mon manque de connaissances pour répondre à cette question. Il n'y a pas de problème. Alors, il y a une autre question. Il y a de plus en plus de vents solaires qui sont visibles dans le ciel. Est-ce que cela pourrait contribuer au réchauffement des pôles, qui pourrait augmenter la quantité d'eau sur la planète en prenant compte que les eaux sur un sol, comme vous l'avez dit? A priori, non. Non. Tout ce qu'on reçoit, là, qui a donné de splendides aurores très récemment, je sais pas, peut-être avez-vous la chance de les avoir vues ou photographiées,
sont régulièrement toutes ces aurores arrivent régulièrement, on va dire, en suivant le cycle d'activité du Soleil, qui passe par un maximum tous les 11 ans environ. Grande colère du Soleil, qui met des éruptions qui touchent la Terre. Donc ça, c'est assez régulier, ça arrive périodiquement. Mais les quantités de matière impliquées, ainsi que le mécanisme, a priori, il n'y en a pas, qui pourrait contribuer au réchauffement des pôles, non. Non, 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 je pense que les quantités de matière impliquées, à nouveau, l'altitude, 60, 90, 120 km auxquels se déroulent les aurores, n'ont quasiment aucune influence sur le sol. En plus, c'est extrêmement temporaire. Donc non. Ça ne contribue pas au réchauffement des pôles. En tout cas, si ça y contribue, c'est de manière epsilonesque par rapport aux émissions de gaz à effet de serre, comme le dioxyde de carbone et le méthane. Pardon. Eh bien, merci beaucoup en tout cas d'avoir répondu à toutes ces questions. Je pense qu'on a fait le tour des questions. Je ne vois pas d'autres questions. Vous avez été très passionnant en tout cas. Merci beaucoup. Merci. Désolé pour les questions auxquelles je n'ai pas su répondre. Ah non, non, mais